Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, vous. Très bien. Est-ce qu'on peut voir Monsieur Raphaël? Alors, aujourd'hui, spécialement, nous allons faire la surprise à notre étoile de la semaine qui s'appelle Raphaël Wallo-Konka. Bonjour DG. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Je t'ai surpris, hein? Vraiment. Alors, comme une télé-réalité, vous allez voir notre étoile de la semaine. Il s'appelle Raphaël Wallo-Konka. Il est DG de son entreprise Vision Plus. Le jeune entrepreneur a marqué son temps. Alors, aujourd'hui, on sera chez lui à la maison. Bir açıklama geldi. Une chute devant des centaines de partisans et de journalistes. C'est ce qui est arrivé à Robert Mugabe mercredi à l'aéroport d'Harare. Le vieux président zimbabwéen a en effet raté une marche en descendant d'un podium où il avait prononcé un discours et s'est retrouvé sur les genoux. Plus de peur que de mal, ses collaborateurs l'ont vite aidé à se relever et il s'est dirigé sans un mot vers sa voiture. Le président portugais a fait un malaise ce mardi lors d'un discours à l'occasion de la fête nationale du Portugal. Cela s'est passé à Guarda, dans le nord du pays. Aníbal Cavaco Silva, 74 ans, a été évacué avant de retrouver ses esprits. Des manifestants s'étaient rassemblés non loin du podium pour réclamer la démission du gouvernement. Naego funda. Wewe funda nani? Kabila. Kabila? À Sofia, en Bulgarie. Jésus apparaît sur une vidéo lors d'une cérémonie de prière dans une église en Bulgarie. En juin 1990, une université chrétienne du sud de la Bulgarie a effectué une mission dans une église. Et pour l'occasion, ils ont invité le groupe Lee College Chanteurs, un groupe de chanteurs du Tennessee. Cette mission est une période de prière pour les gens. Pendant cette cérémonie, il semblerait que Jésus apparaît dans l'église bulgare. Après la chute du rideau de fer, un groupe de chanteurs chrétiens est entré en Bulgarie dans les églises. Et à leur retour au Tennessee, ils ont publié une vidéo pour ceux qui avaient soutenu leur travail. Quand ils ont fait le montage, ils ont remarqué que quelqu'un se trouvait dans le coin de l'église et qu'il n'était pas là avant. Ils ont envoyé la vidéo avec un mot disant qu'ils ne feraient aucun commentaire sur cette vidéo. Pendant cette prière, pour les personnes présentes, un phénomène extraordinaire se produit. Jésus serait apparu pour venir à la rencontre d'une femme aveugle, qui reçoit la guérison pendant cette période de prière. Ce qui est encore plus extraordinaire et qui justifie ma vidéo, c'est que l'on possède les images de cet événement. En effet, un peu plus loin dans la vidéo, vous allez pouvoir voir Jésus qui a été filmé. Il est
immobile et l'on voit quelques personnes qui tournent le dos à la scène et qui font face à Jésus. Bonjour, je suis Jimmy Vita, fondateur de Xcash. Xcash est un porte-monnaie électronique qui apporte des solutions innovantes à des problèmes réels dans le secteur financier en Afrique. Xcash vous permet d'envoyer et recevoir de l'argent, vendre ou acheter des biens et services en ligne. Nous venons à la rescousse des marchands en leur permettant d'intégrer dans leurs applications mobiles et sites web une solution de paiement facile à intégrer et facile à utiliser. En plus, à partir de 20 $ seulement, vous pouvez devenir investisseur dans Xcash et récolter des gains importants sur une période déterminée. Ça vous intéresse? Parcourez notre site web www.xcash.be ou contactez-nous à contact@xcash.be. D'abord, merci d'abord pour, je dirais, c'est vraiment un énorme plaisir pour moi de se retrouver, parler de soi et surtout par un grand monsieur à qui j'ai beaucoup d'estime et de respect, Arnaud Tiani en l'occurrence. Donc, Raphaël Walukonka, jeune, qui a bénéficié bien sûr de la grâce des dieux. Parce que je me dis toujours jusqu'à présent, c'est pas de ma force, encore moins de mes compétences. Parce que par la grâce de Dieu qui m'a orienté, j'étais encore jeune, j'ai commencé mes études dans des écoles, je n'ai pas fait de grandes écoles, donc je n'ai pas fait, bon ici à Kinshasa, comme on le dit toujours, de grandes écoles, c'est-à-dire collège et les restes. J'ai fait EP8, Ngiri. J'ai commencé comme tout élève. D'abord, c'était pas facile pour moi, issu du 3e mariage et le fait du divorce qui frappe à la porte très jeune que j'étais. Il fallait accommoder et surtout vivre avec sa maman à côté et essayer de voir des choses un peu plus de façon optimiste. Et c'est dans ces climats que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à travailler, j'étais encore jeune, à l'université, je crois 5e des humanités. J'ai travaillé déjà pour Oasis à l'époque, en tant qu'agent d'enregistrement de SIM. Donc je marchais, des agents qu'on voit souvent ici aujourd'hui déambuler pour enregistrer les gens. C'est ce que moi j'ai fait à l'époque. Et je voulais comprendre, c'est vraiment déterminé de comprendre mieux sur la vie. Et je me disais toujours, il faut se battre. Et pour moi, en tant que guerrier, c'est comme ça que je me disais à l'époque, je suis un guerrier, je ne peux pas me plaindre de faits qui m'arrivent, mais je dois être un protagoniste. Dans la vie, il faut toujours se choisir le rôle. Soit tu es un acteur principal, soit tu es juste un figurant. Et je préférais, j'ai opté à l'époque de devenir un acteur principal de ma vie. Et c'est comme ça que je commençais. Et après l'obtention de mon diplôme d'État en pédagogie générale, j'ai sollicité une inscription à l'IFASIC pour une formation en journalisme. Et après, je n'ai pas croisé mes bras. Jeune que j'étais, j'ai commencé en fait à exercer en tant qu'animateur culturel. J'animais des activités, des soirées, de mariages. C'est à travers ces genres d'activités
que j'avais un peu plus de revenus pour m'organiser en tant que jeune homme. Et j'ai eu le goût également d'apprendre, commencer mes premiers pas en 2009, je crois, avec toute conviction, à CBS Télévision. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et jour après jour, j'ai appris, et c'était pas facile pour moi. Et puis après, je crois, au départ, je venais, j'intervenais souvent, j'intervenais. Et après, je suis allé à Wapicom Télévision, j'ai travaillé, non, à CBS d'abord Télévision. À un moment donné, j'ai connu un problème, on m'a suspendu. On m'a suspendu par Nolbi Gaëtan Kamba. Il était le coordonnateur de la télévision et il suspendait des gens sans raison, le monsieur. Lui, il suspendait des gens sans raison. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas la raison pour laquelle il m'a suspendu. Aucune justification plutôt, aucun justificatif. Je me suis retrouvé parmi des gens qui se retrouvaient à la maison. Et du coup, je me suis décidé de lancer à l'époque, je crois en 2011 ou 12, je me suis décidé de lancer ma propre production. Et je m'étais dit, c'était possible de commencer quelque chose à la télévision. À l'époque, c'était pas facile, hein, trouver de l'espace à la télévision ou être engagé dans une entreprise de médias. Et j'ai lancé en fait à l'époque Culture et Art. C'était ma production, comme j'étais habitué des scènes. Donc j'étais sollicité, pas très sollicité, mais j'étais sollicité dans des écoles pour animer des activités culturelles. D'où, à chaque fois quand je partais négocier ma prestation, je proposais toujours, j'ai une équipe, voilà, j'ai une équipe de télévision, des CBS Télévision, mais à l'époque j'étais suspendu. Je travaille pour CBS Télévision, je peux vous offrir de l'espace chez CBS Télévision pour diffuser cette prestation, c'est-à-dire mon équipe viendra pour couvrir l'ensemble des activités et on aura l'activité, on va diffuser l'activité le jour qui suit. Et c'était aussi une façon pour moi de gagner en termes de crédibilité, en termes de mon image en tant que journaliste à la télévision. Et voilà, j'animais. Il y a d'abord monsieur Kouété, que je remercie énormément, le promoteur de Kouetima, des écoles Kouetima, qui m'a fait vraiment confiance à chaque fois qu'il y avait des activités dans ces écoles, il m'appelait toujours. Et d'autres promoteurs, technologies modernes et les restes, j'animais des activités comme ça et ça me produisait un peu plus de sous qu'en étant journaliste. C'est comme ça que j'ai appris à m'épanouir, la créativité du coup. C'était une émission que je produisais chez CBS Télévision, c'est-à-dire je payais de l'espace pour diffuser mes éléments. Et c'est comme ça en 2012, 2013. Et je crois en 2013, j'ai été sollicité par Junior Koulélé, qui était à l'époque directeur de production de B1 Télévision. C'était après une production quelque part, on s'est vu, on a parlé, il m'a proposé en fait si je voulais bien sûr intégrer une équipe de B1 Télévision. À l'époque c'était pour l'émission c'était pour Congo Nabisso je crois. Oui, Congo Nabisso, c'est comme ça que j'ai intégré B1 Télévision. J'ai travaillé dans l'équipe de la production de B1 Télévision. Et puis mes premiers pas à la télévision en tant que travailleur dans une entreprise. Donc voilà, ailleurs j'ai travaillé plus, par exemple à CBS, je travaillais plus à la radio, mais en même temps j'avais mes productions personnelles. Mais là j'ai travaillé vraiment selon des rigueurs de la télévision, c'est-à-dire un directeur de programme, une équipe rédactionnelle et l'ensemble de tout mis en place pour parfaire un peu une édition. Et B1 c'est parmi des télévisions qui m'a appris vraiment beaucoup de choses. Bon, il faut le dire, CBS, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris à CBS parce que c'était mes premiers pas. Mais B1, je me suis épanoui davantage. Parce que B1, c'était vraiment le professionnalisme. Vous voyez, B1, c'était déjà à l'époque ambassadeur Moutamba.
très rigoureux, il ne voulait pas d'aventures avec sa télévision. Vous avez des gens qui vous suivent de près, mot après mot, des petites erreurs, des détails. Et donc voilà, c'est comme ça que je... Alors, après quel moment de votre vie vous avez décidé de travailler pour vous-même? Certes, pour créer votre propre entreprise. C'était après quel moment? Après un choc que vous avez subi, c'était après quel moment? Non, je crois, moi, personnellement, d'abord, travailler pour moi, c'était sous un choc. Parce que j'ai été suspendu. Suspendu d'une façon injustifiée. Et du coup, je me suis retrouvé à la maison. C'est comme ça que je conçus l'émission Culture et Art à l'époque, qui passait à la télévision, pour diffuser mes éléments parce que j'étais suspendu d'une façon injuste. Et comme ce n'était pas justifié, je me suis dit, je dois maintenant découvrir un peu ce qu'il y a en moi. Et j'ai commencé en 2012 à exercer les premiers pas. C'était vraiment sous un choc, mais également une détermination de me découvrir. Voilà. Cette suspension ne t'avait pas arrêté? Non, non, par contre, ça m'a motivé. Et grâce à Dieu, bien sûr, hein, en 2012, je crois, ces années-là, c'était également le premier pas du pasteur Moïse Mbilé. Je ne l'ai jamais dit, hein. Aujourd'hui, il a quand même, à travers cette opportunité, je dirais merci à pasteur Moïse Mbilé. Olingwa solo pasi nazui mokano na baluke panayo opimelinga ite nakoya na pokwa nango bato balali nakoka tapongi pona yebisa yo ninyoza pona ngai esanga inguya bakisa maloba nzembo ya bolingo yo nde omerite nayemba mpona yo ideya ntango nyonso fidele na maloba na yo fidele na bilaka papa kaka ndengo lobi ndenge kosalema. À travers ses prédications, il m'a beaucoup enseigné. Il m'a beaucoup enseigné indirectement. Je ne l'ai jamais vu. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Et bon, à travers la télévision, oui, mais comme ça, on ne s'est jamais vu. Mais il m'a beaucoup parlé, il m'a beaucoup enseigné. Et à travers ses prédications, un jour, j'ai écouté, je regardais à la télévision, Radio-Télévision Sentinelle, et je pleurais. Et après, je me suis levé. J'ai fait un pas. Je crois qu'il parlait de David. Il dit, dans la vie, il ne faut jamais s'arrêter parce que tu es fatigué ou soit parce que tu es devant des obstacles. Il faut avancer. Il faut travailler jusqu'à se fatiguer. Donc, cette prédication m'avait vraiment motivé et je me suis levé ces jours-là. C'est comme ça que je commençais, je conçus le projet et après, je suis allé voir des écoles. Très bien. Après, vous êtes parti voir les écoles. Quel est l'événement qui a beaucoup marqué M. Raphaël Walukonka durant votre parcours? En tant que journaliste, hein. Bon, non, je me souviens bien sûr le jour où j'ai été tabassé, en 2015. Je crois que c'était 2015, lors des manifestations de dire non à la révision constitutionnelle. Après une émission avec Francis Kalombo, je ne savais pas que cette émission passait à l'antenne et que j'étais déjà sous le viseur des ennemis en fait. Je ne savais pas. Et du coup, en rentrant, après la manifestation, donc j'étais en train de couvrir, j'ai travaillé à l'époque pour, je crois, Congo-France. Et il y a 2 gars, et donc 3 personnes d'ailleurs, qui sont venus m'interpeller et pour me poser des questions bidons en pleine route. Et j'avais compris que j'étais déjà sous un filet. Et le monsieur, le premier, s'est permis à m'agresser. Et depuis ces jours-là, c'était vraiment en 2015, c'était vraiment mes débuts en journalisme politique. Et voilà, c'est comme ça que je... Tandis que vous êtes bon pour les sports,
Oui, bien sûr, tu sais. Oui, je suis un sportif actif. D'ailleurs, je suis un boxeur des compétitions depuis mon jeune âge. J'ai pratiqué également la judo, donc les judo plutôt, et la boxe, donc c'est ma passion. Self-défense également. D'ailleurs, j'ai de cicatrices de self-défense. Mais... Je voulais tantôt dire, avant d'être entrepreneur, avant d'être journaliste aujourd'hui, chef d'entreprise, Raphaël Walukonka, jadis, était préoccupé par quoi? Par le sport. Par le sport. Moi, j'ai travaillé chez Akia. J'étais judoka chez Akia. Pour des personnes qui ont habité Ngiri, ils savent Akia. C'est parmi les meilleurs clubs de judo à l'époque. C'était parmi les meilleurs clubs de judo à l'époque. J'ai travaillé pendant quelques temps chez Nzube en tant que boxeur. Pour quelques temps, c'était vraiment de façon rapide. Et après, j'ai travaillé avec un coach, un meilleur coach, qui ne veut plus d'ailleurs qu'on cite son nom parce qu'il est maintenant le coach d'un grand monsieur actuellement. Et donc, voilà. Et c'est comme ça que je passais un peu plus ma passion. Parce que avant le journalisme, parce que... un boxeur, apparemment. Non, c'était ma passion. J'avais reçu beaucoup de chocs de ma vie. J'ai appris en fait à vivre avec. Comme tout enfant, comme tout être humain, il a ses réalités. Je veux dire, quelle est la chose, sincèrement, qui fait des fois pleurer Raphaël Walukonka? Quand il prie, justement, il dit ça me fait pleurer. Mais l'Éternel t'a dit. Non, la chose qui me fait pleurer, c'est d'abord le fait de comprendre certains injustices et de ne pas comprendre pourquoi le monde était méchant aussi. Et voilà, c'est ça. Petite histoire, vous avez été victimisé par exemple? Non, trop jeune, j'ai reçu beaucoup de coups que je ne me permets pas de dire aujourd'hui. Je crois, je suis en train de rédiger un livre. Un jour, ces livres, les gens auront plutôt l'opportunité de lire ces livres. Et bien sûr, sous un encadrement des Larmatans, je suis en train de rédiger un livre. Et puis, dès que j'ai fini mon livre, la population ou ceux qui me connaissent auront la chance quand même. C'est également pour motiver, doper, stimuler ceux qui passent de moments aussi un peu similaires. C'est-à-dire, c'est une réalité inhérente à la vie humaine. C'est parmi des vicissitudes inaliénables à la vie, c'est-à-dire chacun a ses réalités, chaque famille a ses réalités, chaque humain, chaque travailleur, chaque professionnel a ses réalités. Donc je me dis, moi aussi, j'ai mes réalités. Quand même, la mienne, j'aimerais la partager. Raphaël Walukonka, j'ai été déçu, très déçu alors. Dessus, oui, comme tout le monde. Je crois, j'ai été déçu. J'ai été déçu, je crois, mais il y a plusieurs déceptions. Il y a plusieurs déceptions sur le plan professionnel, sur le plan amical et sur le plan relationnel également. La plus grande déception? La plus grande déception, c'est peut-être certaines personnes à qui j'ai rendu beaucoup de services et puis aujourd'hui, ce sont c'était qui m'ont jeté de peau de banane. Et j'ai été déçu parce que à un moment donné, j'ai connu de périodes ou de moments de turbulence dans ma carrière. C'est des personnes que j'ai portées vraiment dans mon cœur et que j'ai aidées avec force. Et voilà. Il y a eu un jour où tu te dis j'arrête avec ce travail, c'est tellement dur. Oui, c'était des moments. Il y a des moments qui m'est arrivé comme ça parce que j'étais pas à mesure de continuer avec des productions que je faisais et je n'avais pas également de l'emploi quelque part pour travailler. Et je travaillais, d'ailleurs, j'ai marché dans presque toutes les chaînes de télévision. Je connais des chaînes et des chaînes de télévision et des résidences des chaînes de télévision. C'est-à-dire, j'ai eu mon temps de déposer mon CV presque partout. Donc, à un moment donné, j'ai compris qu'il y a des types de gens. Soit vous êtes un travailleur ou soit vous êtes un employeur.
Soit vous êtes un employé ou soit vous êtes un employeur. Donc moi j'ai compris que je ne faisais pas partie des employés, je devais travailler en tant qu'employeur. Donc voilà. Très bien. Alors en parlant de ça, justement, vous avez lancé votre propre structure, votre entreprise, Vision Plus. Mais racontez-nous un peu l'histoire de Vision Plus. Comment ça a commencé? C'était ça le nom original au début? Il n'y a pas que ça, il y a aussi Info 243. Ouais, bien sûr, aujourd'hui ça... Vision, ça vient de, comme je l'ai dit, je travaillais à l'époque pour un monsieur respectable et un monsieur réglo, monsieur Didi Dipumba des Congo France à l'époque. Bien sûr, oui, c'est un média connu et un média aussi notoire. Et je travaillais pour ces médias, je donnais le meilleur de moi. Et après, à un moment donné, je m'étais dit, je devais lancer en fait mon propre média. Et voilà. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que j'ai compris que je devais travailler pour moi-même aussi. À un moment donné, dans la vie, on doit travailler aussi pour soi-même. On ne peut pas devenir millionnaire en travaillant pour les autres. Parce que vous allez vous contenter aux revenus payés et vous ne saurez pas peut-être à vous organiser et réaliser vos rêves. Donc il faut canaliser le meilleur de vous et puis travailler en fonction de ça. Formidable. Et vous avez décidé de lancer Vision Plus. Exactement. Et après 243. Info 243. Pourquoi 243? Pourquoi Vision Plus? Non, c'est non, c'est parce qu'on a compris qu'il y avait besoin et pour essayer de diversifier. Et voilà qu'on a lancé tout ça. Et aujourd'hui, tu n'es plus il y a encore Vision Plus.cd pour la presse écrite. Vous n'êtes plus demandeur d'emploi? Non, non, même pas. Vous êtes créateur d'emploi? Par contre, j'ai démissionné dans des entreprises, j'ai démissionné parfois dans une institution un peu privilégiée. Attendez, ça, on dit qu'au Congo, la vie est tellement difficile. Bien sûr. Les chômages bas sont pleins et vous démissionnez. Bien sûr, oui. Comment? Parce que j'ai compris que je n'étais pas chômeur. Je n'étais pas chômeur au départ. C'est-à-dire, déjà, en lançant une entreprise, j'avais compris que j'avais la possibilité de donner le meilleur de moi et j'avais une sémence productive. Et voilà pourquoi je m'étais dit, soit je m'ignore ou soit je travaille sur mon point fort. Et comme je savais déjà, et voilà, je me suis mis dans le jeu. Et surtout, il faut savoir quitter les choses quand ça va mal. Au risque de perdre même peu de respect que vous avez. Donc c'est ça. Exactement. Alors, M. Raphaël Olukonka, qu'il représente pour vous la détermination? Ça vous dit quoi, la détermination? La détermination, je l'ai toujours dit, moi j'ai défini la détermination comme l'essence, c'est similaire plutôt à l'essence pour une voiture. La détermination, c'est l'appareil qui permet à l'homme d'activer sa destinée. Donc voilà, c'est ça la détermination pour moi. Vous avez un côté spirituel aussi? Oui, bien sûr, j'ai été encadreur de jeunes dans mon église. Vraiment, compte tenu à certaines occupations, je n'ai pas pu en fait garnir toutes ces tâches. Voilà pourquoi je m'étais mis de côté, mais je suis toujours dans le comité de la jeunesse de mon église. Je suis également chargé des communications de mon église, de mon pasteur. Donc je suis chrétien. Alors, chrétien pratiquant. La réussite dans la vie d'un jeune, d'un entrepreneur, d'un être humain, à combien de pourcentage vous donnez l'effort et à combien de pourcentage vous donnez la spiritualité? Parce que généralement, on sait, quand on voit une famille pour pas réussir, un pasteur en Moïse, dont vous avez cité, on dit non, c'est un féticheur. Alors, à quel pourcentage donnez-vous la spiritualité? À quel pourcentage donnez-vous les efforts physiques? Moi, je me dis, la vie est le résultat de ce qui est immatériel. Si l'intelligence est immatérielle, si l'esprit, le Saint-Esprit est immatériel, donc on doit commencer dans ce qui est immatériel. Donc ce qui est immatériel, c'est le spirituel. Si tu es fort spirituellement, tu seras également fort physiquement. C'est-à-dire, tous les hommes forts aujourd'hui, ce sont des hommes forts. Tous les hommes qui brillent aujourd'hui,
physiquement, dans des entreprises et restent, ce sont des hommes qui ont compris spirituellement leurs valeurs. Et quand tu connais qui tu es spirituellement, tu as beaucoup plus de chances de gagner ta vie. Donc moi je me dis, les spirituels comptent ou priment sur les efforts humains. Parce que les efforts humains, tu peux te battre. Vous savez, dans la vie, je me dis toujours, tu peux te mettre à courir aujourd'hui. Mais si tu prends une mauvaise direction, tu ne feras jamais ta course au sommet. Donc, pour finir sa course au sommet, d'abord, la première des choses, tu dois connaître qui tu es, ta destinée. Tu es appelé à faire quoi? Ton entourage. C'est l'ensemble de tout ça, ta personnalité, de chance, des grâces. Et c'est l'ensemble de tout qui fait d'un homme un homme puissant. Parce que tu ne peux pas devenir un homme puissant avec un entourage au bas de l'échelle. Pour être connecté aux meilleures personnes de la vie, il faut un côté spirituel. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a des hommes qui sont devenus aujourd'hui millionnaires. C'est pas parce qu'ils sont issus de grandes familles. C'est tout simplement de personnes sous une connexion divine. Et peut-être, vous vous êtes vu dans un restaurant, Dieu te permet en fait, ou Dieu te stimule à dire bonjour à un monsieur. Et c'est le monsieur qui t'apporte bonheur demain. Donc on doit comprendre que d'abord, premièrement, le spirituel prime sur le physique. Pourquoi? Parce que si tu as un bon entourage, tu connais de quoi tu es créé, tu connais tes limites, tu connais tes capacités, tu peux te transformer à quelque chose qu'on ne peut plus maîtriser, c'est-à-dire un protagoniste en fait dans un film. Donc voilà. Alors en parlant de ça, vous mettez accent à la discipline, à la spiritualité, et on constate pourquoi votre chaîne aussi, vous ne mettez pas du tout dans votre chaîne YouTube, sur ce que vous faites sur Internet. Mais un petit conseil pour ceux qui ne sont pas sur Internet. Vu que vous parlez de la discipline, on sent que vous êtes un entrepreneur tellement discipliné, mais avec ce qui se passe avec les autres, est-ce qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de structures, d'associations qui peuvent en fait encadrer ces jeunes qui sont passionnés pour évoluer sur Internet? Non, moi je crois, au départ, tu m'as présenté en tant que précurseur, mais moi je crois que si c'est un concept qu'on doit vraiment discuter ou parler de ça, ce serait vraiment difficile de déterminer. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce qui fait de moi un précurseur, c'est l'effet de commencer avant. Je crois, je n'ai pas commencé avant les autres. Je trouvais déjà les gens qui travaillaient sur Internet. Mais sauf que je me suis choisi de filière. Maintenant, c'est que moi je peux dire, par contre, je suis quelqu'un qui vient structurer les choses. Parce que avant moi, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas une structure pour former et encadrer, et protéger le journaliste. Voilà. Donc, je restructurais un peu ces secteurs, bien que c'est en cours, en fait, il faut le dire, hein, parce que l'Internet représente, c'est similaire à un monstre aujourd'hui qu'on ne sait plus, en fait, maîtriser. C'est-à-dire, ce qui se passe sur Internet aujourd'hui, le gouvernement a une vraiment part de responsabilité, de comprendre, parce qu'on expose nos enfants, nos frères, nos sœurs, et voire même notre pays. Parce que l'image de la République démocratique du Congo est en train d'être ternie. À travers tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qu'on propose. Parce que le monde numérique, parce que je sais que vous êtes un expert en numérique et communication également via Internet. Vous savez, aujourd'hui, la plus grande guerre, c'est pas sur Internet. Et alors, de gens qui ignorent cela, je me dis, on ne veut pas développer ces pays. Parce qu'on propose tout sauf la compétence sur Internet.